on est forcé d'avoir ce qu'on appelle euh, euh, une direction parce qu'on veut orienter en fait la vérité. Parce que la vérité dans les médias, c'est construit en fonction des besoins du système. Quand on dit en fonction des besoins du système, c'est-à-dire le système, qu'est-ce que le système veut qu'on entende, par exemple? Bon, moi, je vais vous donner des exemples simples, 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 simples. Il y a un auteur que j'aimerais que vous lisiez si vous avez le temps ou si vous tombez un jour sur l'un de ces textes. Il s'appelle Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, il écrit un texte qui s'appelle Propagande silencieuse. Bon, Propagande silencieuse, donc c'est un texte intéressant. Dans ce texte, il nous raconte, en fait, il se pose la question, pourquoi, par exemple, pensez-vous que les États-Unis envahissent le monde avec les productions hollywoodiennes à plus de 70% de ce qu'on consomme dans le monde, d'accord, viennent des États-Unis. Pourtant, les États-Unis, qui a plus que 300 et quelques millions d'habitants, consomment moins que 1%, moins que 10%, pardon, des médias internationaux, ou du moins de ce qu'on appelle des productions cinématographiques, des productions, en tout cas, de tout ce qu'on appelle des consommations médiatiques. Les États-Unis consomment moins que 10% des produits mondiaux et puis envahissent le monde avec plus que 70%. C'est-à-dire, c'est normal, par exemple, quand on pense quelque chose, on fait référence rapidement à eux. Et par exemple, il y avait un président américain qui disait ça, c'est Churchill. Il disait, écoute, donne-moi Hollywood, je vais conquérir le monde. C'est-à-dire, Hollywood, c'est exactement sa fonction. Sa fonction, c'est-à-dire, c'est faire en sorte que les Américains restent les meilleurs du monde. Et ça, c'est pas sans raison que la psychologie sociale, par exemple, a pris naissance aux États-Unis. C'est pas sans raison, par exemple, on investit des milliers de dollars dans les expériences d'ordre psychosocial. Parce que on ne peut pas mener une nation sans ça. D'accord? Donc, je crois que c'est Serge Moscovici qui l'avait dit. Il avait dit que la psychologie sociale ou la psychologie politique, c'est la science qui permet de bien diriger un peuple. D'accord? C'est pour répondre à ta question. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, on est samedi, je ne vais pas vous retenir trop, mes amis. Donc, d'ailleurs, je vous félicite et vous remercie d'être là. Donc, on a déjà fait beaucoup de sacrifices comme ça. Je ne vais pas vous retenir trop. Donc, s'il y a une ou deux autres questions, on les prend et puis on met une pause je fais un cours et puis on va se donner rendez-vous pour un prochain cours. Oui, en fait, je crois qu'il y a Woodlin du corps qui peut poser une question. Oui, oui, professeur. Oui, oui, Et vous m'entendez? oui, mais ça fait Oui, beaucoup de bruit. d'accord. Je dirais pas que c'est un feedback, mais on dirait que ça passe pas bien de ton côté. Et maintenant, ça va? Ouais, on dirait que ton téléphone est en charge. Est-ce que ton téléphone est branché? Oui, oui. Oui, si c'est branché dans l'électricité, ça va faire ce bruit-là. Très bruyant. Donc, tu pourrais l'arrêter. OK. Ok, maintenant, question ma pose, c'est que, en fait, dans l'exposé, on a parlé de l'identité pour soi et puis l'identité pour autrui. Après ça, on a parlé de l'identité assignée. Mhm. Donc, sous-tendez, on va Très continuer. bien. Oui, très bien, très, très bien. Ok, d'accord. Donc, quand il y a question ma pose, c'est que, est-ce qu'il y a parfois ou bien parfois, identité assignée, donc, ça qui nous est l'identité pour autrui, donc, il va influencer tant que identité pour soi, donc, identité individuelle, là, donc, en fait, il pas statique, donc, il évolue. Donc, est-ce qu'il va influencer, pour ne pas même dire, arriver, même changer, Mhm. identité individuelle, ou bien ça met l'identité pour soi. Par exemple, exemple, tu prends, en fait, Foucault, mais si tu soleil, là, je dois prendre tout, par exemple, il y a un individu bien, un monde qui doit avoir un comportement qui me dit qui est normal, si n'a garder nos sociétés, donc, mais par contre, parce qu'il est habité dans une zone, donc,
façon que tout le monde vient et puis il a signé ou bien il a imposé leur identité. Donc, et ça va permettre donc les vins changer. Donc, les vins prend identité ça, il va donc au départ qu'il n'y pas même bien identité ça. Donc, moi, c'est ce qu'on pile fois bien parfois, ça va qu'on vu. Mon cher, moi, mes questions en pile, il fait me penser avec un texte, c'est professeur Jean-Marie Lui, qui est aussi l'actuel recteur de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui, en fait, bon, quand je dis un texte, c'est sa thèse de doctorat, qui s'appelle, en fait, le texte est titré plutôt Invention d'Haïti comme société pauvre. Donc, comprends bien, en fait, Invention d'Haïti comme société pauvre. Bon. En fait, un jour, je vous parlerai du texte, mais en gros, ce qu'il dit, en fait, c'est-à-dire, en fait, on est devenu pauvre parce que ce que tu as dit arrive au delà. C'est-à-dire, il y a un ensemble de pays, d'accord, ce qu'on appelle les élites internationales, par exemple, que la mafia internationale. Écoute, en fait, ils essaient de nous assigner une identité. Par exemple, on peut prendre un exemple. À chaque fois qu'on parle d'Haïti, par exemple, ça fait dans un média, dans un grand média, quand je dis grand média, vous comprenez ce que je veux dire, dans un média occidental, d'accord, de grande couverture médiatique, on dit généralement, on termine, soit on commence comme ça, soit on commence comme ça, soit on termine comme ça. Haïti, le pays le plus pauvre de l'Amérique. Haïti, le pays le plus pauvre de l'Amérique, d'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, c'est comme si c'était notre signature. Mais on pourrait aussi dire que Haïti est le premier pays indépendant en fait, de l'hémisphère, mais je veux dire le deuxième pays indépendant, pardon, de l'hémisphère, ou du moins le premier pays noir indépendant. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois vous répétez que Haïti est le pays le plus pauvre de l'Amérique, d'accord? C'est-à-dire, vous participez à ce qu'on appelle à assigner une identité, et à chaque fois en fait, que le groupe nous, que le nous, par exemple, collectif, en fait, on entend ça, on a tendance de plus en plus à croire que c'est vrai. Donc, si on est le plus pauvre, le plus pauvre, le plus pauvre, on entend tout le temps, donc on restera plus pauvre et on pense qu'on est vraiment le plus pauvre. Donc, mais on pourrait aussi dire que Haïti est le pays le plus appauvri. C'est-à-dire, c'est pas comme si on est pauvre par nature, d'accord, mais on est pauvre parce que, en fait, on a des leaders corrompus installés par l'Occident, mais qui essaient en fait, de prendre tout ce qu'on a comme ressources, c'est-à-dire qu'on prend Haïti comme un gâteau. Donc, ou du moins parce que même des acteurs de l'Occident, par exemple, en fait, ont volé nos ressources, ou du moins quand il y a en fait, quand il y a des fonds pour le développement, par exemple, le fonds CIRH, par exemple, tu peux pas comprendre, écoute, pendant les 10 dernières années, pourquoi on est dans cette situation. On a eu 9 milliards de dollars, près de 9 milliards de dollars en fait, après le tremblement de terre. Donc, mais où est passé cet argent? Mais quand vous allez comprendre que, par exemple, c'est l'élite internationale, la mafia internationale, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays de l'Union européenne, etc., qui savent comment manier tout ça. Et puis, on est arrivé à ça. Mais les médias ne vont pas vous parler de ça. Ils vont plutôt vous parler que c'est le pays le plus pauvre. C'est comme si, par exemple, on est pauvre naturellement. Donc, c'est-à-dire les pays qui sont pauvres, c'est parce qu'il y a une élite internationale qui participe à cela, mais aussi il y a une élite locale, par exemple. D'accord? Bon, en fait, on pourrait se demander qui a mis Ariel au pouvoir, comment peut-il rester pendant tout ce temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir, etc. Et ça, la seule personne qui a cette réponse, c'est l'élite internationale qui peut vous dire, écoute, bon, écoute, un jour, on va décider qu'il va partir. Donc, maintenant, donc, on peut tellement se poser des questions, mais c'est pareil pour Cité Soleil. J'ai pris l'exemple de Cité Soleil. Je pourrais prendre l'exemple de Bel Air, par exemple. Bel Air, par exemple, il fut un temps que Bel Air était considéré comme, je dirais, comme une zone, euh, écoute, extraordinaire. Donc, c'était, comme cela s'appelle, Bel Air, d'accord? C'était une référence. Et, mais, écoute, dans 30 ans, tout a changé, d'accord? Donc, maintenant, Bel Air veut dire ce que ça veut dire maintenant, mais c'est-à-dire, en fait, il y a encore de bonnes personnes qui habitent là, d'accord? Et ne pense pas que toutes les personnes qui habitent à Bel Air sont
en fait, font partie des gangs armés, etc. Mais non, pas du tout, d'accord? Donc, il y a l'identité assignée. Donc, il y a l'identité assignée et puis il y a l'identité pour soi. Il y a des personnes encore qui vous parlent de Bel Air, écoute, qui minimisent la question de gang armé pour dire que, écoute, c'est juste des petits bambins qui viennent. Mais nous, là, à Bel Air, nous, les personnes qui sont vraiment originaires de Bel Air, nous ne sommes pas dans ces choses-là. C'est pour vous montrer, en fait, la dimension de l'identité dans tout ça. Donc, c'est complexe, mais en même temps, c'est important de le comprendre. Bon, et on est 9h. Professeur, Oui, Professeur, oui, avant de oui, Herville, Herville. oui, moi je voulais connaître comme si est-ce que pour identité culturelle là, m'a songé que disons, m'a songé que semaine passée, là que tu as fait voir ou qui basé sur l'identité individuelle là, qui est liée avec la modernité. Mais moi, je ne pas trop ouais, dans ce sens, et comme si modernité, bien que je me déguise pour poser une question, mais malheureusement, je ne pas poser. Je ne pas trop ouais, dans ce sens modernité, alors que je suis plus dans ce sens culturel. Je ne connais pas parce que il y a des bagailles comme si qui plus ou moins culturel que moderne. Si on a essayé de prendre un exemple que vous te prends, tant que mon transgenre, mon LGBTQ, mon ça comme si pourquoi pas tout pays comme si qui pratiquait genre de mouvement ça. Donc est-ce que pas plus bien un aspect culturel que moderne là parce que si on avait fait basé donc d'abord exemple et est-ce que c'est pas démocratie en tout qui vient rendre que et genre de mouvement ça eux-mêmes il y a en fleur parce que dans un régime totalitaire ou pas vrai. Par exemple la Russie Corée du Nord et on va vraiment entendre parler de ça. Ouais. Ouais, bien posé, ta question est bien posée. Mais maintenant, en fait, il y a des choses à comprendre. En fait, quand on parle de modernité, il faut cesser de voir modernité, en fait, comme on avait l'habitude de le voir. Il faut voir modernité comme tout changement, d'accord, en fait, où des individus, d'accord, ou un groupe, par exemple, social donné, décide de changer de paradigme. D'accord? Il change de paradigme, il change de manière de penser, il change de manière de faire. Donc ça, il devient moderne. C'est-à-dire, ils font plus comme avant. On va dire ça comme ça. Donc maintenant, je vois Aubert et Guichet, mais attends, je vais répondre à la question. Oui, mais maintenant, en fait, quand tu parles de démocratie, est-ce que tu savais que la démocratie est une, en fait, comment je peux dire ça? C'est une modernité. C'est-à-dire, on n'a pas toujours été dans la démocratie, on n'a pas toujours été démocrate. D'accord? La démocratie, c'est une nouvelle manière de faire, de penser. Donc, c'est vrai, moi, j'ai des retenues par rapport à tout cela parce que on ne peut pas tous être démocrates. Ça veut dire on ne peut pas tous faire comme les États-Unis, c'est-à-dire une démocratie comme ça. Donc, et puis, il y a différents types de démocratie. Et je suis très d'accord avec toi sur le fait que les pays qui sont dans un régime, moi je dirais pas totalitaire, qui sont autres que les États-Unis, qui font les choses différemment des États-Unis, c'est-à-dire où, si vous voulez, je prête ton mot, autoritaire. En fait, dans ces régimes-là, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la réflexivité de l'individu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mot, c'est un mot sur lequel on va rester beaucoup en fait, pendant la session. En fait, ce qui caractérise la modernité, c'est surtout l'aspect réflexif. C'est la dimension réflexive de l'individu. C'est-à-dire, c'est cet individu qui peut se questionner à travers le temps. Mais par exemple, en fait, tu l'as bien dit, en Corée du Nord, par exemple, et en fait, c'est pas permis. Et dans d'autres pays, c'est difficile, par exemple, de penser l'individu. Est-ce que tu savais, par exemple, je pourrais me tromper, mais si tu fais des recherches, tu verras qu'il est même interdit de faire la même coupe de cheveux que le président ou que la personne qui dirige le Corée du Nord, par exemple. Qu'un Nord-Coréen, par exemple, ne pourrait pas porter un jeans. Je prends des exemples comme ça, mais tu pourrais faire des petites recherches, tu verras que, par exemple, c'est-à-dire, il y a une mainmise
sur des valeurs individuelles. C'est-à-dire, les valeurs individuelles ne priment pas dans ce pays-là. Les valeurs qui priment, c'est-à-dire, c'est les valeurs de la collectivité. C'est-à-dire, quand je dis les valeurs de la collectivité, on est comme ça, tout le monde s'habille comme ça, tout le monde c'est ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que Corée du Nord n'a pas sa modernité. C'est-à-dire, n'a pas, parce que ce n'est pas comme 50 ans, 60 ans, 70 ans avant. Peut-être que le Corée du Nord est dans sa modernité. Moi, je n'ai pas fait des études sur le Corée du Nord, je ne peux pas en dire davantage, mais je peux vous garantir que si vous allez faire des recherches, vous allez voir que, par exemple, il y a des choses qui ont changé en Corée du Nord qu'on ne faisait pas comme ça 40 ans, 50 ans de cela. C'est-à-dire, moi, quand je parle de modernité, en fait, je ne parle pas de la modernité sur le plan, genre, comme je ne pense pas modernité en termes universalité. Je pense plutôt modernité en sens de chaque société, chaque espace géographique a pu connaître certaines modernités. Et la modernité, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt... Ok, oui, la modernité, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu... qui est propre à chaque société et suivant un temps donné. Donc, c'est un peu ça. Professeur, Oui. mba konen sou te pale sou sa deja, men kesyon nan se sou sou identité sexuelle lan. Est-ce que le fait que yon moun choisi vinyo transgenre, vle di que li gen crise identité a? Ou du moins, est-ce que le fait que moun a pris décision pour venir transgenre ka débouché à une crise identité a? Posez-moi une grosse question là. Parce que pour ça qui va avec ça complexe dans la raison là, c'est que on a dit guichet, nous t'a retourné, on nous dit on t'a dit nous t'a retourné 20 ans, 30 ans en avant, même question on va la poser. Ça veut dire quoi? Parce que il a été reconnu que même homosexualité, d'accord? Homosexualité était reconnue, en fait, on l'avait reconnu comme une pathologie. On avait reconnu l'homosexualité comme une pathologie. Bon, pas besoin de parler de quelqu'un qui voudrait changer son sexe, d'accord? Tu vois, donc, maintenant, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a eu des mutations sociales, c'est-à-dire il y a eu des changements à tel point que, par exemple, on peut décider, oui, de changer son sexe, de dire qu'on veut changer son nom, de changer tout ça, tout et tout. C'est-à-dire, est-ce que la personne pourrait être victime d'une crise d'identité? Possiblement oui, d'accord, mais pas sûrement, d'accord? Quand je dis pas sûrement, c'est que possiblement dans la mesure où moi, je connais des cas où des personnes, en fait, ils avaient eu des opérations, ils ont changé leur sexe. Écoute, après 2, 3 ans, et même avant ça, écoute, ils aillent voir le médecin pour dire, écoute, maintenant, j'ai fait une erreur, donc je ne me sens pas à l'aise dans mon nouveau sexe. D'accord? Donc, je ne me sens pas... Professeur? Oui, donc moi, je ne me sens pas à l'aise, donc il faut que j'aille faire une autre opération. Donc, d'ailleurs, Professeur? Oui, oui. Je pense que un élément de réponse pour question ça. Oui. Et crise d'identité en transgenre ou bien en monde qui s'intitule en auto-orientation sexuelle que hétérosexuelle, ça peut dépendre, des cas dépendent de paquet de bagages. Moun qui doit choisir changer sexe, il pas une crise identitaire pour autant. Si moun n'a pas recevoir une éducation adéquate, il est bien informé de ça pour le faire, il est bien imbu de ça pour le faire, il ne doit pas une crise identitaire. Oui, Non, mais dans le sens contraire. Fortuné, excusez-moi, Fortuné, rapidement. En fait, le fait, c'est pas le fait que tu as des informations sur ce que tu vas faire qui fait que en fait, il y a garantie à 100% que, écoute, tu vas pas
un bon matin, pour voir que écoute, tu n'es pas à l'aise dans ton corps, dans ton nouveau Oui, corps. laissez-moi progresser, professeur. Mhm. Oui, mais bagay ça dépend de facteurs qu'il y a avec qui j'en mon élevé tout. Dans l'enfance, il y a des chocs s'il t'est subi qui agissent sous estime de soi, qui agissent sous paquet l'autre bagay dans lui-même, ou qu'à saisir un monde ça en vrai que il y a des séries de troubles qu'il y ait par rapport avec des séries de chocs que tu as subi dans l'enfance par rapport avec choix ça que tu ou bien par rapport avec des comportements que tu gagné et depuis l'enfance vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Je ne sais pas si vous bien comprendre, mon professeur. Ouais, je te comprends, oui. Oui, c'est ça. Parce que parfois, si on connaît dans une famille, et puis et après les lions gens, ou bien il y a des attributs, les gens yo humilié, les gens yo et pas prendre les gens yo pas encadré, peut-être des comportements qui inadéquats que vous trouvez que les gagnent, et puis mon vient grandir avec tout problème ça ou la Kylie. Ça veut dire, malgré lui vient au courant de ça l'affaire, comme si lui bien aimé de ça l'affaire, mais mon vient à jocher, quoi, il vient à flotter. Ouais, Par ouais. contre, c'est correct. Oh non, je te comprends très bien. Écoute, mais ce qu'il faut comprendre, il faut nuancer la question, Fortuné, dans la mesure où c'est une possibilité. Par exemple, ça, c'est une variable importante, par exemple, l'environnement de la personne, etc. Mais à part de ça, il y a d'autres facteurs qui pourraient, pour une raison ou une autre, je dirais, faire en sorte que la personne voudrait, en fait, ou du moins, qui pourrait déclencher chez la personne une crise d'identité. Bon, je peux vous donner une histoire. En fait, une personne qui changeait son sexe, d'accord? Et puis après, cette personne a rencontré quelqu'un et la personne voudrait se mettre avec cette personne et voudrait encore rechanger. Donc, écoute, c'est des choses qui arrivent. Donc, oui, tu as raison sur le fait que, par exemple, la personne, bon, naturellement, en fait, quand la personne a grandi dans un milieu ostracisé, où, en fait, où la personne était rejetée et autres, ou du moins où on assignait des identités à la personne, parce qu'une personne pourrait être, par exemple, efféminée, ça ne veut pas dire que la personne est homosexuelle, d'accord? Ou ça ne veut pas dire que la personne est trans non plus, donc c'est juste la personne, elle est comme ça. Donc, mais maintenant, en fait, ça pourrait aussi pousser en tout cas, à poser des actions et ça pourrait déclencher des crises de l'identité chez la personne. Mais ce qu'il y a dans ce qu'on appelle en fait la notion de crise, d'accord? La notion de crise en soi, c'est-à-dire cette perturbation on avait tous à un moment ou un autre en fait, des problèmes de crise d'identité. Ça dure très peu, très longtemps, ça dépend de la personne. Plus que ça dure, plus que c'est pathologique, moins que ça dure, plus qu'on est normal, c'est comme ça, on comprend les choses. Mais en même temps, écoute, euh, cette question-là, il faut dire, il y a tellement de choses écoute, moi, je connais des personnes qui étaient plutôt acceptées dans leur milieu, d'accord, d'ailleurs, ça, il faut le savoir aussi, dans certains pays, les personnes, avant de procéder à un changement de sexe, il faut qu'il y ait l'avis d'un professionnel de la santé mentale, d'accord, pour savoir, écoute, est-ce que tout est correct chez vous, là? Donc, mais en même temps, la personne, après, ils étaient tous corrects, et puis après, ils voudraient changer, d'accord? Et est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Je dirais bien sûr, oui, on a le droit de changer d'identité autant qu'on le souhaite, d'accord? Donc, on a le droit aussi de garder son identité comme on veut. Donc, mais ce qui arrive, c'est que ces personnes-là, quand même, ils n'avaient pas ces antécédents-là que tu mentionnes, mais ce que tu as mentionné, c'est correct parce que c'est des variables importantes dans ce qu'on appelle, qui pourraient pousser quelqu'un à changer son sexe ou à changer d'autres choses, par exemple, à changer même son nom, par exemple. Bon, en Haïti, on a eu des cas comme ça, par exemple, des personnes qui avaient des noms brisandiers, bon, je dis ça comme ça, d'autres noms un peu, je dirais, typiquement haïtiens, même, pourquoi pas, très beau, euh, mais qui, avec le temps, ont changé leur nom parce que tout simplement, écoute, ils acceptaient pas ça peut être la façon dont on les en fait, dont on les nommait, par exemple.
Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de variables. Il y a des variables qui sont d'ordre sociologique, des variables sociaux, des variables sociales plutôt, des variables qui sont d'ordre psychologique, d'accord? Ça se passe à l'intérieur de la personne. Genre, écoute, la personne ne se sent pas à l'aise dans son nouveau corps, son nouveau sexe, d'accord? Donc, il y a d'autres personnes aussi, après des opérations trans, qui se sentent super à l'aise, qui sont à l'aise dans leur nouveau corps, dans leur nouveau sexe, etc. Donc, il y a d'autres personnes qui, écoute, ça ne passe pas. Donc, ça ne passe pas, qui ont envie de retourner en arrière. Donc, sauf que parfois, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile de retourner en arrière parce que mais ça se fait aussi, ça, plus difficile, mais ça se fait quand même aussi. Donc, bon, là, je pense qu'on doit s'arrêter. Donc, Allô, professeur? Professeur, oui, bon, ça me dit là, avant de vos questions, moi, me oui, lever même. oui, Robert, Oui, oui, une Robert, question. oui, Les m'appelés textes et qui titre démocratisation, identité culturelle et identité nationale en Haïti. oui, Je crois que c'est sociologue haïtien là, qui bon qui écrit. oui, Moi, ouais, que OTA, li opposé li avec processus mondialisation, qui selon lui-même, et processus mondialisation par répondre avec question inégalité qui est entre nations yo, et classe sociale yo, mais de préférence, de cap di li détruit toute vision qui visait intérêt public ou bien collectif. ouais, ouais, c'est surtout que question identité locale yo en fait, qui menace, ouais. Oui. Selon lui-même, comme si moi, mondialisation, li ouvri de cap di porte avec une grave crise à la fois culturelle et Identitaire. nation. Question ça m'a posé moi-même, et est-ce que comme si, comment nous capables de concilier et mondialisation et identité culturelle? Est-ce que mondialisation, est-ce que comme si nous capables d'opposer, est-ce que comme si nous capables de dire par rapport avec comme si et des questions comme si nous capables de dire, nous connaissons ONU, il y a des séries de gains organes dans l'organisation des Nations Unies, on est responsable comme si pour lui comme si mettait des séries de comme si par exemple et chaque jour nous connaissons comme si mettait comme si patrimoine et mondial, on va comme ça, si on va trouver. Comme si, est-ce qu'on n'est pas capable de considérer la mondialisation comme un processus de révalorisation des cultures ou bien des patrimoines? Est-ce que la mondialisation nous a doué comme si opposé diamétralement avec l'identité culturelle? OK. Donc, en fait, ta question répond comment, à une des préoccupations que j'avais en fait, dans le développement même dans le développement de ma thèse, dans ma façon de comprendre la mondialisation. Donc, écoute, en fait, je connais très bien le texte que tu viens de citer. Donc, au fait, c'est comme genre, en fait, tu as bien posé la question. Moi, je pense, voilà ce que je pense, moi. C'est que la mondialisation, d'accord, répond à ce besoin de créer ou d'amener ou de pouvoir téléporter un mode de vie, d'accord, qui est identique à une communauté et à l'imposer à l'ensemble de la planète, d'accord? Ça, c'est ma perspective. Donc, mais maintenant, oui, la mondialisation, comme tu l'as mentionné, en fait, ça met en difficulté les cultures, d'accord, les cultures locales, mais en même temps, ça permet aussi, la mondialisation, de briser les frontières entre les nations, naturellement avec des réserves, ce qu'on dit là, par exemple, d'accord, les frontières ne sont pas brisées pour tout le monde. Donc, par exemple, tu ne peux pas décider toi-même, par exemple, de te rendre demain aux États-Unis. Il faut préalablement avoir un visa, etc. Donc, bon, là, on pourrait toujours questionner, peut-être que l'ambassade est fermée, donc tu vois. Donc, mais peu importe, ce qui arrive, c'est que même si tu ne peux pas être aux États-Unis, par exemple, tu peux aujourd'hui, par exemple, faire une conférence et puis là, écoute, en direct de l'université, je ne sais pas, Harvard, d'accord? Donc, c'est grâce à la mondialisation, d'accord? Parce que la mondialisation aussi, c'est d'abord, euh, comment je peux dire ça? C'est la facilitation de la libre circulation des marchandises
d'accord, des biens et des personnes, mais aussi, c'est aussi ce qu'on appelle, et c'est cette tentative de réduire le monde à ce qu'on appelle un village global, et aussi l'Internet est un outil magnifique dans ça. Regardez, aujourd'hui, je suis en train de faire un cours pour vous. Là, écoute, je suis au Canada, à Québec, et puis là, vous êtes en Haïti, il y a même des personnes qui sont sûrement en fait aux États-Unis qui pourraient suivre ou n'importe où à travers le monde. Donc, c'est grâce à la mondialisation. Donc, c'est-à-dire, ce qui arrive, c'est que il y a certains qui savent profiter de la mondialisation, les plus puissants, les plus grands, et ceux qui subissent la mondialisation. D'accord, la mondialisation passe comme un rouleau compresseur, d'accord, qui broie, d'accord, qui broie les plus petits, les plus faibles. Mais vous savez quelque chose, en fait, je crois que c'est Francine Saillant, d'accord, une professeure de l'Université Laval qui disait que, en fait, les opprimés, même en étant minoritaires, d'accord, même en étant dans leur plus bas en fait, niveau, ou du moins dans un contexte de marginalisation extrême, par exemple, en fait, ne sont pas que des récepteurs, d'accord? En fait, autant qu'on essaie de nous imposer des choses, la mondialisation aussi permet aussi à ce qu'on partage aussi des cultures, des valeurs, par exemple. Aujourd'hui, on peut prendre un exemple, le compas haïtien, par exemple, le compas direct ou le compas rempart, d'accord, compas haïtien, en fait, est disponible sur les réseaux sociaux, d'accord, et sur les plateformes, c'est-à-dire, aujourd'hui, on peut consommer le compas haïtien un peu partout à travers le monde. Par exemple, moi, j'achète régulièrement mon rhum Babancourt, et pourtant, je suis à Québec, mais j'aime pas les rhums québécois. Je prends des rhums, ouais, la bière québécoise est bonne, mais là, les rhums ne sont pas meilleurs que le rhum Babancourt haïtien, par exemple. Donc, c'est pour vous dire que, par exemple, oui, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut profiter de plus de la mondialisation, puisque la mondialisation, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, on est pris là-dedans. On est pris là-dedans, soit on s'en sort vivant, soit on s'en sort tous morts. Donc, mais il faut faire quelque chose, c'est-à-dire, il faut, par exemple, utiliser le plus possible les réseaux sociaux pour vendre une image, une image, par exemple, plus magnifique d'Haïti, par exemple, parce que Haïti a aussi une bonne facette, en fait, un visage intéressant à montrer. Donc, en fait, c'est grâce à la mondialisation, par exemple, que le vaudou haïtien a pris cette ampleur, par exemple, et aujourd'hui, comment je peux dire ça, le créole haïtien, par exemple. Regarde ce que, par exemple, le téléphone a fait. Par exemple, vous avez votre mère, par exemple, ou votre père, ou nos grands-parents, nos parents, par exemple, qui, s'il n'y avait pas de téléphone, n'auraient pas cette pratique d'écriture, par exemple. Moi, je pense toujours à ça, par exemple. J'ai des personnes qui, selon moi, qui sont pas des lettrés ou plein, gens qui ont un certain niveau de littératie bas, mais pourtant qui écrivent tous les jours des messages en créole. En fait, tu peux toujours reprocher la syntaxe, etc. Bon, de toute façon, c'est un chatting. Donc, écoute, mais qui utilisent le téléphone, par exemple, un outil de la mondialisation pour communiquer avec leurs enfants, etc. Donc, moi, je pense qu'on a pourquoi pas profité de la mondialisation, mais il faut créer aussi de la mondialisation, il faut se positionner aussi par rapport à la mondialisation. Donc, on ne peut pas s'en sortir, malheureusement. Donc, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut juste savoir tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup. Merci, professeur. Donc, je vous dis au revoir, les amis. Donc, je vais mettre le cours disponible pour tout le monde, d'accord, sur notre plateforme YouTube, je pense, oui. Donc, et puis, merci beaucoup. Donc, au revoir. Au revoir. Bye bye. Bon samedi, bon week-end.